Mais projet de loi qui a été déposé hier à l'Assemblée nationale, projet de loi, pas du gouvernement, mais d'un député, par Arun Boisy, député de Québec solidaire, pour baliser, restreindre donc la possibilité d'utiliser la clause dérogatoire. Il est avec nous, député de Maurice Richard à l'Assemblée nationale. Arun Boisy, bonjour. Bon matin. Il me semble que la clause dérogatoire, c'est à la base de la fondation même de la nouvelle Constitution du Canada, là, que tu avais déjà un Canada centralisateur avec une charte des droits qui avait un effet centralisateur, puis il fallait donner aux assemblées des provinces cette façon de s'en soustraire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous êtes aussi centralisateur que Pierre Elliott Trudeau? Alors non, en fait, figurez-vous que la clause dérogatoire n'a pas été inventée en 82 par Pierre Elliott Trudeau. Elle a été introduite en 75, donc bien avant ces conversations-là, dans la Charte québécoise des droits et libertés. Notre projet de loi, il ne parle que de celle-là. Je veux juste être clair. On parle d'encadrer celle qu'on a mise en place nous-mêmes en 75. Au Québec, dans notre propre charte. Donc la charte, c'est quoi? C'est défendre tous les droits fondamentaux, droit à l'égalité, droit à la vie, droit à l'avortement, toutes sortes de droits qui découlent de ça, droit syndical. Et donc la clause permet de déroger à tous les droits sans exception. Les rapporteurs de l'ONU, droits de la personne, sont sortis il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, pour dire que l'utilisation de la clause devait être exceptionnelle et temporaire. Et donc, on apporte un cadre pour dire oui, absolument, on peut utiliser la clause, mais il faut un certain nombre de conditions, parmi elles qu'il y a un véritable risque, on prouve qu'il y a un risque pour la nation, ou qu'on veuille protéger la langue française, les langues autochtones. Et même si on a ces choses-là, l'article 1 de la charte, qui est le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, en gros, à ne pas se faire tuer, pas se faire torturer, cela, on ne peut jamais y déroger. Mais je pense pas que jamais personne n'a essayé de déroger à ces droits fondamentaux à la vie au Québec. Là. En fait, la clause dérogatoire a été utilisée de façon générale sur des projets de loi pour défendre la langue, la culture québécoise, les valeurs. C'est essentiellement pour ça qu'elle a été utilisée jusqu'à maintenant. Là. D'abord, la peine de mort a déjà existé au Québec et au Canada. Là, on s'entend, là, fait que c'est pas vrai que... je veux dire, c'est un fait. Elle existe au sud de nos frontières. Non, mais elle a été retirée avant l'apparition de la Charte. Et donc, quand la Charte a été instaurée en 1975 par le Québec, l'idée, c'était de protéger les droits fondamentaux de l'excès possible du pouvoir que pouvait avoir l'Assemblée nationale. Et c'est des beaux moments de la démocratie, c'est quand une assemblée se dit « j'ai un pouvoir qui est juste trop gros et puis il faudrait qu'ensemble, non pas les juges qui décident, mais nous, en tant que législateurs, on se donne des balises. » C'est ce qu'on a fait en 1975 et c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Mais l'effet des chartes, c'est qu'on a créé des gouvernements par les juges. Là. Les juges qui décident de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. Là, on l'a vu... Et on l'a vu dans des cas extrêmes, là, on est rendu que un gouvernement voudrait protéger sa population contre des dérives syndicales, des grèves qui en finissent plus, qui privent les enfants d'aller à l'école. Et c'est les juges qui décident « Oh non, gouvernement, tu peux pas faire ça. Les travailleurs ont des droits suprêmes à tous les autres droits. » Wow! Gouvernement des juges, c'est des phrases toutes faites. Là. Une démocratie, c'est quoi? Là? C'est trois choses. C'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et un équilibre entre ceux-là. Ouais. Au Québec, avec notre système qu'on a hérité des Anglais, la coloniale qu'on a arrêté, qui est le système Westminster, si on a une majorité à l'Assemblée, déjà la différence entre l'exécutif et le législatif, on s'entend, elle est bien faible. Là. Je veux dire, on n'a pas vu une législation tenir tête à un premier ministre quand il a une majorité. Donc il ne reste plus que le pouvoir judiciaire pour garantir une démocratie. On a fait des graves bêtises antidémocratique au Québec. Là, je vous rappelle qu'en 1937, Duplessis a mis en place la loi Cadenas, qui s'appelle Cadenas parce qu'il foutait un cadenas dans les portes des syndicats ou des associations sous prétexte qu'il y aurait peut-être un communiste à l'intérieur de ces choses-là. On a mis en place aussi des politiques contre les témoins de Jéhovah ou sur l'accès à l'éducation des Juifs aussi à cette période-là. Figurez-vous que la Charte protège justement, d'ailleurs ces lois-là sont tombées sur les syndicats en 1957, sur la base de la liberté d'expression, la liberté politique, la liberté syndicale. Mais si demain, si Duplessis 2.0 arrive et il met en place la loi Cadenas, la Charte l'empêche de le faire tant et aussi longtemps qu'il n'utilise pas la dérogation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit protéger l'avenir, c'est notre job de prévoir et de prévenir les dérives possibles. C'est pas comme s'il n'y avait pas des dérives dans le monde actuellement, si on regarde autour de nous. Donc vous dites qu'il faut rendre plus difficile au Parlement l'utilisation de la clause dérogatoire. Je voyais une des mesures que vous suggérez, par exemple, c'est qu'il faille qu'il y ait au moins 2 groupes parlementaires qui l'appuient.
Et 2 tiers, oui. Ouais, mais si on revenait à un système là, comme on a eu il n'y a pas si longtemps, à 2 partis politiques, ça veut dire qu'il n'y a plus de clause dérogatoire, mais une population à 80% aux élections pourrait élire un gouvernement majoritaire, mais il ne pourrait plus jamais utiliser la clause dérogatoire. Est-ce qu'il y a... Le danger, là, c'est de se barrer les mains. La survie du peuple québécois repose sur un fragile Parlement à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on veut l'affaiblir encore? Ben, moi, je ne pense pas que la survie du peuple québécois dépende du fait de ne pas respecter les droits fondamentaux des gens. Là. Bon. Et puis, je veux juste être clair, là, quand le gouvernement est allé devant les juges, il n'a pas dit « je suis en train de protéger la laïcité quand j'utilise la clause ». Il a dit « j'ai le droit ». Nous, on considère que l'argument « j'ai le droit » est très peu suffisant. Il faudrait expliquer pourquoi on déroge aux droits fondamentaux des gens. Parce que c'est la laïcité qui vous fatigue. Non, absolument pas. Comprenez-nous. Actuellement, sur le droit à l'avortement, on a eu un débat dernièrement, d'ailleurs dommageable pour la cause, mais un débat à l'Assemblée nationale sur devons-nous parler de droit à l'avortement ou pas. On a eu plein de spécialistes qui sont venus, des juristes, des médecins, des féministes qui nous ont dit « vous inquiétez pas, le droit à l'avortement est balisé par des décisions de la Cour suprême, pas une, pas deux, mais 3 fois, c'est bétonné, impossible de revenir là-dessus ». Mais concrètement, ce qui permet, ce qui assure qu'on ait accès à le libre choix des femmes par rapport à leur corps, c'est le droit à la libre conscience, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la santé, que des droits qui se retrouvent aujourd'hui dans la Charte des droits et libertés. Fait que si on accepte qu'on peut déroger aux droits fondamentaux, c'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui voudraient faire des reculs sur les droits des femmes aujourd'hui au Québec et ailleurs, ben on peut tout à fait avoir un gouvernement qui limite les droits à l'avortement et qui utilise la clause et qui va devant le juge pour dire ben moi j'ai le droit. Ben ça c'est sûr qu'on pense que c'est insuffisant. Je vais vous parler d'un autre sujet. Il y a une de vos collègues, Alexandra Zaga Mendez, députée de Verdun, qui veut soumettre, parce que là vous êtes en congrès en fin de semaine, Québec solidaire, qui veut soumettre une proposition pour créer on va prendre l'expression telle qu'elle se retrouve dans la presse, des Costco publics, ou des grandes épiceries, entrepôts gérés par le gouvernement. Vous êtes le porte-parole économique de Québec solidaire. Est-ce que vous trouvez ça sensé? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Ou... Ben, d'abord, c'est Mme Zaga Mendez qui est la porte-parole économie. Là, maintenant, moi, j'ai justice. Oh, excusez-moi, mais vous avez été porte-parole en économie pendant longtemps, mettons. Ben, il y a 2 choses. D'abord, les grandes chaînes, hein, elles ne sont pas nombreuses. Excusez-moi, c'est elle qui est porte-parole en matière d'économie? Absolument, économie c'est et votre finance. porte-parole en matière d'économie qui propose des épiceries gouvernementales. Et oui, ça va pas bien? Excusez-moi, là. Non, c'est pas... D'abord, c'est tout à fait normal que dans une situation où on a des quasi-monopoles, on a 4 compagnies et qui ont fait exploser leurs revenus. Hein. Bon, ils ont une petite marge qu'ils ont doublée. Ils sont passés de 2 à 4% pour certains d'entre eux. C'est 100% d'augmentation pendant qu'il y a une inflation absolument terrible. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument mettre en place au minimum des projets pilotes et puis effectivement trouver des manières de baisser ce coût qui est de base là, pour les Québécoises et Québécois. Mais pour baisser le coût, là, il faut avoir une machine de distribution exceptionnelle, des employés payés pas trop cher, une efficacité hors du commun. Vous avez été le premier à critiquer SACLIC. Vous dites quand le gouvernement se mêle de quelque chose, ça dépasse des coûts, ça vire au bordel, c'est mal géré. Puis là, il va gérer des épiceries. En tout respect, SACLIC, c'est parce que c'est le privé qui a tout fait. Là. Si le gouvernement avait sa propre expertise, il aurait fait les choses pour moins cher. C'est la recommandation numéro 1 du rapport Galland qui est ressorti. Fait que, je veux dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ceci étant dit, je suis d'accord avec vous que c'est possible que ça ne soit pas parfait. La situation... Des épiceries gouvernementales, oui. Non, mais excusez-moi, aujourd'hui, Hydro-Québec, c'est lui qui gère l'électricité et c'est pour ça qu'on paie l'électricité moins cher que partout ailleurs. Là. Je veux dire, si on ramène le privé, ben écoutez, ça coûte plus cher. C'est la base. Le privé, il se prend une cote et il l'envoie aux actionnaires, au privé. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une réflexion à avoir. Vous savez, l'inflation a beaucoup augmenté, mais pour le 40% le moins nanti, ça a explosé parce que le gros de l'inflation, c'est les loyers et l'épicerie. Et ces gens-là, non seulement n'ont pas eu les augmentations de salaire qui vont avec ça, mais en plus, ils ont eu donc une inflation largement supérieure que les autres parce que leur plus grosse dépense, c'est le loyer et l'épicerie. Donc, il faut s'y attaquer. Et nous, dans notre projet, on a non seulement ça, mais on a toutes sortes de choses sur l'accès à la propriété, sur les loyers et sur le salaire minimum. Bref, quelque chose qui sort les gens de la misère et de la violence que le système leur fait vivre actuellement. Allez discuter de ça en fin de semaine. Harold Boisy, merci d'avoir été avec nous. Un plaisir.